C'est bon, vous avez fait. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus. Alors c'est vrai que c'est un après-midi un peu technique, très ciblé sur les questions de l'archive et des outils liés à l'archive. On a déjà fait plusieurs séances et tables rondes, conférences sur les questions effectivement de ce projet que le MUDAC a de dessiner, de tenter de retracer l'histoire du design en Suisse romande par effectivement l'étude des écoles de formation liées au design, des institutions muséales et l'histoire des musées d'art appliqué et de design en Suisse romande. Aujourd'hui, on a plutôt réalisé des tables rondes et des conférences sur les questions liées effectivement aux archives proprement dit et aux outils qui existent ou qui pourraient se développer, aux synergies qu'on pourrait élaborer. On a 2 tables rondes et une conférence cet après-midi. La première table ronde, je suis heureux d'inviter Constance de la Madeleine, qui est chef de projet de Panorama, archive digitale du graphisme suisse romand, prototype d'archive du graphisme suisse romand accessible en ligne. Cette plateforme est issue d'un projet de recherche mené à la HED de Genève, initié en 2014, dont l'objectif principal consiste à cartographier la profession de graphiste en Suisse romande. Et je ne vous cache pas qu'on était extrêmement impressionnés déjà par ce projet lorsqu'avec Diane, on l'a découvert. On s'est dit, mais voilà, ça existe déjà, tout est fait, c'est super, on va gagner du temps. Donc on se réjouit d'échanger avec vous sur ce projet. Bienvenue aussi à Sarah Burkhalter, qui est responsable de l'antenne romande et membre de la direction de l'Institut suisse pour l'étude de l'art, SIC-ISEA, qui s'occupe aussi de la base de données SICART, qui est la ressource en ligne de l'ISEA, qui rassemble les informations scientifiques sur l'art et l'histoire de l'art en Suisse. Et là aussi, il y a peut-être un modèle dont le design pourrait s'inspirer. Merci aussi à Frédéric Kaplan, qui est professeur au Collège des Humanités et qui dirige aussi le laboratoire des humanités digitales. Donc merci à vous 3 d'avoir accepté de faire partie de cette première table ronde. Et je vous présente aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Diane Mechler, qui est collaboratrice scientifique au MUDAC et qui va interagir aussi avec les invités et moi sur les questions et les interrogations qu'on peut se poser. Donc on va commencer tout de suite un peu par le vif du sujet, un peu par une question générale qui s'adresse à vous 3. Donc peut-être chacun un tour de rôle. Peut-être commencer par nous présenter, expliquer brièvement le rôle de vos projets ou de vos entreprises respectives. Quelles sont finalement les intentions de départ, les objectifs principaux qui ont animé l'élaboration de vos bases respectives. Sarah, tu veux commencer? Mais oui, merci beaucoup Marco. Merci pour l'invitation et pour la très belle présentation. Je suis ravie de partager cette table ronde aujourd'hui. Eh bien, je dirais qu'en quelques mots, la mission principale ou ce qui sous-tend la mission de l'Institut, c'est celle, pour ce qui est de la documentation et de l'archivage, d'être le radar. Et d'être le radar d'une production artistique romande en art visuel, qui inclut la performance, mais qui en effet n'inclut pas les arts appliqués, les arts décoratifs, ce qui est aujourd'hui communément connu comme le design. Donc en ça, votre projet viendrait parfaitement compléter un champ, en tout cas d'archives spécifiquement romandes, et se ferait finalement, alors à voir sous quelle modalité, mais viendrait étoffer en effet nos connaissances et à la fois les sources à disposition de la recherche des curieux. Donc le pan vraiment de documentation de l'Institut est ancré dans la vie, dans la réception artistique institutionnelle généralement, de galeries, mais aussi de off-space. Donc il y a là une gamme, je dirais, de lieux où l'art visuel roman se donne, existe, et donc nous essayons de manière aussi exhaustive que possible que d'en tirer les données matérielles. Donc il y a des archives physiques qui sont visibles, visitables à Zurich, et des archives numériques. Tout est saisi et, je dirais, métadonnées. Enfin, les métadonnées sont saisies et sont intégrées dans, justement, notre base qui donne à voir sicart.ch. Mais évidemment qu'il y a une base de données là derrière. Et sicart.ch, qui est un dictionnaire, non pas une base de données libre ou je dirais, déstructurée, mais vraiment qui a une notion de rédaction là derrière, est la pointe émergée de cette documentation. Donc voilà comment fonctionne, pour cet aspect-là en tout cas, des archives de l'art en Suisse romande, notre institut. Peut-être passer le micro.
Ah, vous êtes équipé, parfait. Frédéric Caplon. Un mot sur les humanités digitales à l'EPFL. Je pense qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en 2012, j'ai essayé de convaincre Patrick Ebicher qu'il y avait un champ qui se constituait, qui touchait à ce domaine un peu émergent qui était à la croisée des sciences humaines et sociales et des sciences computationnelles. Mais le point important, c'était que les archives allaient jouer un rôle en fait absolument clé, c'est-à-dire qu'il fallait aller au-delà de l'idée qu'on avait le World Wide Web et comprendre qu'il y avait un pourcentage, on va dire, infime des informations potentiellement disponibles qui étaient de fait exploitables pour la connaissance et la création selon les disciplines qui étaient potentiellement intéressées à l'exploiter. Et donc, on a commencé à former finalement l'organisation de la recherche et de la compréhension de ce que veut dire la numérisation. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un document ancien numérisé? Qu'est-ce que c'est qu'une image numérisée, qu'une photographie numérisée? Qu'est-ce que c'est qu'une numérisation 3D et les archives sonores, et étendant les archives immatérielles, enfin la numérisation aussi du patrimoine immatériel, étendant chaque fois plus ces objets et en essayant de fonder une compréhension computationnelle, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement quand vous avez des millions de photographies, des millions d'archives historiques, quel type d'automatisation, de recherche, d'aide à la créativité peuvent émerger et comment vous fondez finalement une nouvelle science de ce genre de choses. Voilà. Donc on a mené divers projets. Aujourd'hui c'est un institut qui fait partie du Collège des Humanités et qui explore dans différents domaines, beaucoup sur l'histoire, un peu sur la littérature, un peu sur les questions matérielles et les archives d'instruments scientifiques, beaucoup plus récemment sur le patrimoine matériel, en essayant de doter une base commune de ce que c'est que les informations finalement qui sont dans ces artefacts. Voilà. Merci. Constance. Merci d'abord pour l'invitation. C'est tout un autre modèle, histoire, structure. Donc c'est le projet Panorama, c'est, je dirais, une archive digitale du graphisme suisse roman, donc un outil en ligne qui regroupe deux catalogues, un catalogue des graphistes et un catalogue d'affiches. Je dirais plutôt maintenant, entre parenthèses, objets, mais je pense que ça viendra dans les questions pourquoi on a fait ce choix des affiches plus que d'autres artefacts. Et ça part vraiment de praticiens à la base à Genève qui avaient développé, enfin qui avaient curaté une exposition Panorama, donc du même nom, du graphisme suisse roman dans l'idée, enfin voilà, dans l'intention de donner, enfin voilà, de faire la lumière sur le graphisme du côté de cette région qui était jusqu'à présent assez peu valorisée. Notamment du côté de Genève où on n'a pas encore de musée de design et voilà, donc c'était un peu, on est parti, le projet il part vraiment de cette exposition là. Ensuite il y a eu le directeur de la filière communication visuelle de la Aide Genève qui a voulu développer ce projet là que j'ai repris ensuite, donc j'ai rapidement repris le pilotage de ce projet. En partant de notre constat à nous, de l'historiographie, où il y a eu beaucoup de publications sur le graphisme en Suisse, mais qui étaient majoritairement axées, déjà écrits par des graphistes, et axés sur les productions en Suisse alémanique. Donc il y avait vraiment une intention de combler cette lacune du côté suisse romand, parce qu'évidemment, ça ne s'arrêtait pas à la frontière. Il y avait aussi des choses qui se passaient du côté suisse romand. Donc c'était vraiment, dans un premier temps, de cartographier, de valoriser ces productions et ces graphistes de ce côté-là de la Suisse, avec l'ambition, c'est toujours une question d'ambition, parce que notre projet il a des grosses limites, notamment au niveau de la pérennisation, parce moi j'ai arrêté le projet en 2021 et il n'y avait pas de succession. Donc donc il y a la question là, j'ai vu récemment qu'il y avait une attaque sur un des serveurs, donc il manque certaines productions. Peut-être vous avez vu sur le site c'est en train d'être restauré, mais il n'y a pas de reprise malheureusement de ce projet, de ce gros projet qui s'est étalé de 2014 jusqu'à 2021 avec
plusieurs phases, notamment liées au manque de financement, mais on en a toujours trouvé, hein, parce que voilà, le graphisme, en plus, depuis 2010, il y a eu, j'imagine que vous connaissez tous, que voilà, ça fait partie de la culture, l'identité nationale de la Suisse. Donc, il y a vraiment, depuis 2012, où c'est inscrit comme un patrimoine, une tradition vivante de la Suisse. Donc, il y a vraiment eu tout un engouement aussi pour le graphisme en Suisse. Il y a eu des thèses, dont la mienne, qui ont été réalisées depuis ces dernières années, aussi inscrites sur le patrimoine sur la liste des candidats pour l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc voilà, toutes ces choses-là. Mais on a trouvé pas mal de financement entre-temps, mais comme après je suis partie, il n'y a pas eu de repreneuse, ce qui est vraiment dommage. Donc c'est un appel. Mais voilà, le premier objectif, c'était de combler de valoriser les productions en Suisse romande et les graphistes. Comme je dis, avec plusieurs stratégies, mais j'imagine que ça fera l'objet des questions qui suivent. Je ne vais pas tout dire maintenant. Oui, on va tout de suite continuer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles ont été les principales étapes? Comment est-ce que vous êtes organisé justement pour développer cette archive? Quels ont été un peu les critères, etc. Alors, ça, les critères, parce que dans l'évolution de la profession, nous, on a fait cette archive depuis 1964. On voulait faire il fallait qu'on s'arrête aussi à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas... Parce que l'émergence du graphisme, c'est bien avant 1964. Mais il y avait jusqu'à présent pas encore assez de thèses et de littérature sur ce sujet. Donc, on a vraiment pris le point de départ de l'Expo nationale 64, qui était vraiment un point fort pour le graphisme en Suisse romande, notamment parce qu'on incluait déjà le graphisme au même titre que les architectes. Enfin, il y avait une collaboration. Voilà, il y avait toute, en tout cas, une reconnaissance de la profession à ce moment-là, mais aussi des acteurs suisses romans qui étaient, et pas que, il y avait beaucoup de Suisses allemands, hein, mais il y avait aussi des acteurs suisses romans qui étaient vraiment, notamment Pierre Monra, qui était vraiment à la tête de l'équipe des graphistes, et qui était vraiment aussi un point de départ important pour voilà, la reconnaissance de la profession dans cette partie de la Suisse. Donc les parties 64. Ensuite, on a couvert, on a épluché toute la littérature qu'il y avait déjà pour pointer les graphistes en Suisse romande. Ça, c'est encore moi dans ma thèse, j'en ai ciblé plein d'autres qui devraient être injectés dans cette archive, mais voilà. On a ciblé, donc on a repéré les graphistes d'abord dans la littérature. Ensuite, on a écrit aussi, parce qu'on couvrait jusqu'à 2014, c'était un peu les 50 ans. Ensuite, on a regardé simplement dans les annuaires en ligne, hein, on a écrit à tous ces graphistes et puis on leur a envoyé un formulaire pour collecter leurs données, etc. Mais le critère principal, parce que évidemment dans toutes ces graphistes-là, il y en a aussi qui correspondaient pas aux critères de graphistes. Il y avait aussi des agences de pub, donc on a aussi sélectionné, on avait une série de critères pour cibler vraiment les graphistes qui avaient une formation de graphiste, qui étaient soit basés en Suisse romande, soit ils avaient fait leurs études en Suisse romande. C'était nos deux critères principaux, c'était ça. Ensuite, oui, donc il y avait eu trois grandes étapes pour ce projet-là. On a aussi après contacté très rapidement des partenaires, donc le musée historique de Lausanne, qui eux avaient une grosse archive de Werner Jecker notamment, qui nous ont, ils nous ont donné leurs données, leurs métadonnées, les données, et aussi les membres du catalogue collectif suisse des affiches, qui nous ont aussi, ça nous a permis déjà de pointer les graphistes suisses romans. Et ensuite, oui, c'est ça, un peu ça, les étapes, les premières étapes, c'était vraiment d'identifier tous les graphistes en Suisse romande. Et après, ce que je disais, c'est qu'on s'est focalisé sur l'affiche comme moyen de repérer déjà, parce que c'était une grande production dans les années 60, c'était vraiment le médium sur lequel les graphistes travaillaient beaucoup. Et puis que nous, on avait aussi des limites, hein, on ne pouvait pas tout couvrir, donc voilà, c'est pour ça qu'on a divisé cette base de données en catalogue des graphistes et catalogue d'affiches. Mais voilà, l'idée, c'était pas de répliquer le catalogue suisse des affiches et d'en faire
une archive vraiment dédiée au graphisme avec des variables. Donc oui, on a évidemment consulté toutes les bases de données existantes en histoire de l'art, et puis ensuite on a défini des variables, notamment le champ typographique qui était hyper important, en tout cas dans la pratique du graphiste. Donc on a intégré un typographe dans notre équipe pour reconnaître les différentes typographies de ces affiches notamment. Et puis il y a d'autres variables qui sont vraiment typiques du graphisme qui sont intégrées, et notamment tout la grille professionnelle qui va avec, c'est-à-dire les imprimeurs, essayer d'avoir aussi une trace de toutes les collaborations de ce métier-là. Mm-hmm. Oui, il y a aussi une des grandes forces de cette archive, c'est qu'à chaque fois, pour chaque affiche, finalement, c'est indiqué où est-ce qu'elle se situe. Si, par exemple, elle est au musée historique de Lausanne ou ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, cette archive, elle est assez connue des chercheurs et des professionnels qui pourraient s'y intéresser? Parce que nous, voilà, en fait, finalement, c'était qu'en s'intéressant aux archives design roman qu'on a découvert vraiment cette plateforme. Et puis, c'est presque dommage que ce soit que maintenant qu'on ait réalisé ça. Est-ce qu'elle est connue? Oui. Nous, on a contacté un grand nombre de graphistes en Suisse romande. Donc, eux, oui, ils ont tous collaboré et contribué. Il y a maintenant environ plus de 400 entrées de graphistes. Donc oui, ils la connaissent. Après, c'est vrai que le public était large pour nous. C'était à la fois un outil... Par exemple, dans mon cas, maintenant j'ai changé de fonction. Je suis chargée de projet Open Data à la HESSO, au rectorat. Et je me sers de cette base de données pour trouver les anciens alumni de nos écoles. Donc pour leur confier des mandats, etc. Donc il y a vraiment un usage multiple. Mais aussi pour... une chercheuse m'a contactée récemment... en histoire du graphisme parce que voilà, on a un problème de serveur, et puis elle me demandait des renseignements sur quand ça allait être réparé. Mais il y a pas mal de chercheurs qui m'ont contacté aussi pour travailler sur cette archive-là. Puis après, c'était aussi pour nous un moyen de rendre aussi visibles les futurs mandataires de ces graphistes basés en Suisse romande pour les potentiels mandataires. Donc il y a vraiment différents publics qui peuvent utiliser cette archive, et voilà, on espère qu'on puisse retrouver d'autres financements pour la continuer, parce que c'est vrai que c'est un super objet. Et puis il y a eu un gros travail à la fois, on a vraiment pensé l'interface admin qui est super user-friendly pour éviter les erreurs, pour que ça soit très simple de remplir, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Et aussi l'interface du web développeur et du graphiste qui est pour moi, à mon sens, qui est très facile d'utilisation. Et il y a eu plusieurs, évidemment, comme c'est toujours le cas, mais plusieurs partenaires qui ont vraiment fait un grand travail dessus. Et c'est vrai que... Mais c'est la réalité des projets de recherche. C'était aussi de convaincre de l'utilité de cet outil-là. Ça n'a pas été facile, même au sein de mon école, de la reprendre, de l'installer à la bibliothèque, par exemple. C'était une question de ressources. C'est toujours... ça, c'est comme l'open data. Personne ne veut reprendre ça. Mais voilà, c'est, peut-être à terme, oui, ça va intéresser. Mais je continue à avoir des demandes, même si je ne suis plus la chef de ce projet-là. Moi, j'ai une double question, peut-être, qui paraissent très différentes, mais en même temps, je pense qu'ils sont liés. C'est comment vous avez défini effectivement, on va dire, l'esthétique ou la fonctionnalité de l'interface. Quels ont été vos choix et les intentions de départ en décidant que l'interface allait être de ce type-là. Et une question alors qui paraît différente, mais qui lui est liée, c'est quels sont finalement les éléments que vous avez voulu démontrer par cette cartographie de la Suisse romande et de la place du graphisme en Suisse romande. Quelles sont peut-être les pré-conclusions, parce que je pense qu'elles peuvent être nombreuses et elles sont inachevées, certaines, mais qu'est-ce que vous avez voulu démontrer par cette interface et par cette cartographie de la Suisse romande? Alors, la première question concerne plutôt l'aspect formel au niveau du... je dirais, on était une équipe, on était assez fan du style suisse, sans rentrer dans les détails. J'imagine que tout le monde connaît le style suisse, et qu'on voulait quelque chose de très efficace au niveau visuel, très simple. La fonte, c'est l'Unica. C'était aussi symbolique, puisque c'est une fonte qui reprend
l'Helvetica, mais qui s'appelle l'Unica, et qui a été développé par une fonderie en Suisse. Donc voilà, donc qui est sans empattement, qui correspond à ces critères dits modernistes. Donc ça, c'est pour l'aspect formel. Donc quelque chose voilà, on a fait pas mal de tests aussi, évidemment, avec plusieurs utilisatrices de cette interface-là, mais on voulait quelque chose qui soit très user-friendly, qui est pas de perte de temps pour chercher une information. C'était un peu... Aussi, en tant que moi, historienne, je suis vite peut-être agacée quand je mets 3 ans à comprendre une interface, parce qu'on a déjà assez de choses à chercher. Donc c'était un peu, là, d'être less is more, c'était vraiment notre motto pour cette interface niveau formel. Et puis, pour la deuxième question... voilà, simplement, on a aussi ajouté des champs comme le genre, la nationalité. Moi, j'ai fait ma thèse sur la migration des designers suisses, des graphistes suisses à Paris. Et j'étais très intéressée par les migrations aussi intérieures. Donc, pour moi, ça m'intéressait de voir aussi, mais aussi externes, qui venaient en Suisse, qui repartaient, en Suisse romande notamment, qui repartaient. Donc, il y avait aussi ces intérêts aussi propres à ma discipline, enfin mon champ d'activité, mais aussi des femmes, parce que voilà, c'est toujours, sans rentrer dans les clichés, c'est clair que des femmes, il y en a plein dans le graphisme suisse romand depuis très longtemps, et puis elles apparaissaient pas vraiment dans la littérature jusque-là, donc là on a ajouté ce champ-là qui permet aussi pour les personnes qui veulent rechercher des graphistes, travailler sur des femmes, sur leur travail, d'inclure ce champ-là. Il y avait aussi une volonté de savoir, parce qu'à l'époque, on avait créé cette base de données, il y avait beaucoup de discussions autour du Röstigraben et du fait que le style suisse soit typiquement alémanique, enfin produit en Suisse alémanique, et qu'il n'y avait pas de dissémination en Suisse romande, donc ça s'arrêtait. C'est vrai qu'il y avait une grande résistance de ce côté-là, mais bon, voilà, on a vu qu'avec l'Expo 64, c'était pas du tout le cas, qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui adhéraient à cette idéologie, entre guillemets, moderniste, à travers l'aspect formel. Donc il y avait aussi cette volonté d'offrir plusieurs pistes de recherche en fait à travers cet outil-là, et notamment de voir quels graphistes adhéraient à ces principes-là, même si 64 ça paraît tard, parce que c'est bien avant que ça émerge tout ça, le style suisse. Mais il y avait plusieurs. Il y avait aussi cette volonté de cartographier, parce qu'on a un petit outil qui permet de voir petit à petit la progression dans les différentes régions, les différents cantons. Donc ça, on s'est dit que ça pouvait aussi potentiellement être intéresser d'autres chercheurs, de faire des recherches davantage sur les graphistes et leur production en Suisse romande. Voilà. Merci. Sarah, par rapport à SICART, je pense que c'est intéressant de passer un peu d'une base de données à une autre. C'est effectivement une base de données extrêmement riche dans on va dire les informations qu'elle propose ou qu'elle accumule petit à petit sur les artistes. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que cette base de données, alors tu l'as plus ou moins évoqué, mais sans le dire, peut-être par peur de ce que le MUDAC pourrait dire, mais à finalement l'élargir à d'autres disciplines. Est-ce que pour toi, SICART, c'est davantage une méthodologie, alors qui pour l'instant se consacre principalement aux arts visuels et tu l'as dit à la performance, mais est-ce que du coup cette méthodologie, tu penses qu'elle pourrait se développer au design, voire même au graphisme? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir peut-être, voilà, puisqu'il y a un appel, une sorte de fusion ou en tout cas d'agrégation entre une base de données type SICART et format et une future base de données peut-être sur le design roman? Est-ce que pour toi, et par rapport à l'ambition peut-être nationale, puisque l'ISEA est nationale, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité? Est-ce que de votre côté, il y a eu aussi cette réflexion de dire que pour l'instant, c'est un outil qui pourrait se développer? Alors d'emblée, en effet, je ne vais pas peut-être répondre comme à l'appel du pied que tu me fais. J'ai rien dit. Hein. Néanmoins, je vais quand même dire qu'en effet, il y a
de toute façon une histoire mouvante de la politique interne à Sikizéa pour ce qui est de l'archivage. Les arts visuels, de facto, eux-mêmes évoluent constamment. Et d'ailleurs, la question des affiches et des arts appliqués s'est souvent posée dans nos critères. Vous posiez tout à l'heure la question des critères. C'est en effet un catalogue, une liste assez longue qui est constamment débattue, je dirais cycliquement, peut-être pas constamment, mais cycliquement rebattue au sein de SICART, qui est, comme je le mentionnais, une rédaction. Donc elle fonctionne comme étant un département, si l'on veut bien, à l'intérieur de Sikizéa. Donc, si on imagine, j'ai bien vu qu'il y avait, rêvons nos futures expositions, rêvons le futur des archives du design roman, pourquoi pas ? Je répondrai par une question, par prudence, mais en tout cas par intérêt personnel, et je dirais même par logique, par pertinence historique, par pertinence de région également, que d'avoir une porosité. Et ça, sans aucun doute, je pense que la question et le débat méritent d'être menés. Quant à son résultat, je ne peux pas être l'oracle à ce propos. Non, mais effectivement, c'est vrai que par rapport à des archives sur les artistes d'art visuel, qui eux-mêmes produisent des affiches, où sont les sujets d'affiches graphiques pour des musées, ou les arts appliqués, il y a effectivement ce terme de porosité que tu retraces, permettrait d'avoir effectivement ce qui n'est pas forcément une archive ISEA qui serait encore plus grande, mais peut-être avoir des sortes de liens entre différentes bases de données qui pourraient du coup avoir cette espèce de cartographie, d'unicité et une vraie cartographie complète sur tous les aspects que pourrait avoir, je ne sais pas, un artiste d'art visuel, mais qui aurait fait de la céramiste et qui aurait fait une exposition, donc il y aurait une affiche qui pourrait se retrouver, être dans notre base de données, mais en même temps dans la base de Panorama, tout en étant inscrit dans SICART. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement, parce que c'est un peu notre pré-idée des archives du design roman, c'est pas d'avoir notre base de données, nos archives ici, c'est de voir est-ce qu'on pourrait pas faire archive plutôt par une mise en réseau d'éléments déjà existants, d'outils et de méthodologies déjà existants, des bases de données, mais qui pourraient avoir une circulation entre elles qui permettrait d'amplifier non seulement les informations, mais aussi les accessibilités, les auditeurs ou visualisateurs de ces bases. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être une certaine forme d'innovation dans le bon sens du terme, qu'on pourrait pas imaginer un nouvel outil, mais une nouvelle manière d'utiliser ces outils qui pourrait se faire jour à l'échelle de la Suisse romande, qui est finalement un territoire grand sans être énorme non plus, mais qui a une histoire spécifique en plus. C'est pas qu'on se coupe la Suisse allemande, c'est que la Suisse romande a sa propre histoire avec son industrie, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement une possibilité, ou est-ce que ce ne serait pas souhaitable effectivement de, une fois réaliser le fait que tout ça ne sont pas des champs séparés, mais participent d'une même histoire, économie, mode de pensée? Alors, je pense qu'on est tous ici convaincus de l'interdisciplinarité et de l'absolue nécessité du dialogue. Je pense aussi qu'il y a certaines méthodologies de recherche qui sont propres à des champs et propres à des outils. Et donc oui, je dirais sur le vœu, en effet, de se réunir, de créer différentes networks. Enfin là, on a un grillage derrière nous, c'est aussi un réseau. Donc je le vois vraiment comme cela. Quant à la manière de faire histoire à partir de ce qui a été fait archive, là, en effet, les compétences restent non pas cloisonnées, mais elles doivent être précises. Parce que nous avons là aussi cette mission auprès du public, mais admettons en tout cas sur le plan national, on a une mission qui est celle de données avérées, vérifiables, qui connaissent leur contexte d'émergence, leur contexte de réception aussi. Donc moi, je ferais peut-être attention à envisager la chose avec précision autant que porosité, et avec, alors là, les outils, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce que vous nous relatez, c'est qu'un projet soutenu par le FNS, non, c'est pas encore. Non, c'était par le HESSO, c'était un fonds interne et des fondations. Ok. Ouais. Ok, mais néanmoins qu'il n'y ait pas de pérennisation. Et puis ça, je pense que c'est une question qui doit être très prise en main, peut-être aussi du côté de l'EPFL, qui est c'est une chose pour laquelle nous militons tous et toutes, qui est la sensibilisation des pouvoirs politiques et financiers, que de soutenir les choses dans leur durée. Et c'est là où les paquebots sont lourds, c'est là où les choses prennent beaucoup de temps, et que pour établir un centre de compétences nationales, cela demande
beaucoup de patience. Si je peux rebondir finalement Bien sûr. sur ce débat, il y a une manière de séparer le problème en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas de doute en fait qu'il y a une mosaïque qui se construit naturellement au travers de projets qui ont un but spécifique, au travers d'institutions qui font une mission mais qui a des frontières, mais il y a aussi des fois des granularités plus faibles, hein, un travail de doctorat qui se construit sa mini-archive, une exposition qui de fait a fait une sélection, des recherches, produit un catalogue ou pas, mais quelque part a un problème, disons, de pérennisation parce que voilà, il y a un début, une fin et il n'y a pas la nécessité nécessairement de conserver ceci. Alors comment est-ce qu'on résout ce problème-là sans demander à tout le monde de faire le travail qui n'est pas le sien? On le résout par la standardisation, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de se mettre d'accord sur des manières d'exposer des données. On parle de format, d'image, de son, de 3D, en gardant non seulement l'autorialité et la curation des institutions qui ont la responsabilité des données, voire même aussi de le faire dans le temps. Il arrive des fois qu'on ait des erreurs dans nos bases de données, dans nos bases de données. Donc, corriger, des fois, c'est pas des choses très importantes, mais la capacité, disons, de ne pas simplement ouvrir et lâcher la donnée, partir et de dire, mais écoutez, je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite boulette, il faudrait la corriger. Voilà, donc il y a des manières aujourd'hui qui se sont construites d'abord, en fait, plutôt avec les arts visuels, le standard IIIF, par exemple, qui a petit à petit amené à une très grande adoption parce qu'il permet aux institutions de garder la main, on va dire, sur leurs ressources tout en les rendant parfaitement interopérables. Et donc se construit un réseau au-dessus où il peut y avoir l'interdisciplinarité de la mise en réseau, mais on ne doit pas se limiter à ça parce que c'est un projet en tant que tel de le faire comme ceci. D'autres personnes peuvent vouloir le faire pour des raisons purement de se servir de ces archives dans un but purement d'outils créatifs, d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle qui vont expérimenter des nouvelles formes de création. Et donc il faut réussir à standardiser la manière dont on rend public ces données, associer à ça une gestion et une explicitation des licences et des droits qui vont avec, parce qu'on a là aussi une infinité de situations. Au-delà des volontés de partage, on peut être dans des situations, dans une exposition, où voilà, on a l'autorisation de le montrer dans ce contexte-là, mais pas de numériser cette œuvre et de la rendre publique. Donc, comment est-ce que on arrive voilà, à naviguer? Et il y a des domaines qui ont beaucoup déjà, on va dire, travaillé cette complexité. Il existe par exemple ce qui s'appelle les rights statements, qui est une manière de dire avec précision les licences qui sont associées aux objets qu'on met en ligne, y compris des fois dans leur incertitude. Il y a des choses dont on ne sait pas si elles sont sous copyright ou pas. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont sous copyright probablement, mais on ne sait plus où sont l'auteur. Dans toutes ces zones grises, il y a des choses qui sont du domaine public, mais qui ont été liées à des politiques de numérisation, qui ont mis un contrat privé qui va avec. Bon, voilà, donc toutes ces choses-là qui sont cette grande complexité, un acteur comme Europeana, par exemple, les a en partie adressées et a produit des normes, des statistiques qui sont réutilisables. C'est pas tout cuit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire et il n'y a pas le standard complètement imposé, mais je pense que en tout cas, c'est la bonne manière de régler ce partage des rôles, en fait. Donc, si je comprends bien, si on rêve d'archives du design suisse romand, il faudrait d'abord s'intéresser peut-être aux standards, au format de ce qui existe, si on veut, dans un second temps, qu'il y ait une porosité entre différentes structures. C'est une manière de se dire que quoi qu'on fasse, on ne sera jamais complet. C'est-à-dire, même s'il y a disons, l'ambition qui arrive ici autour du MUDAC, légitime pour le faire, va de toute façon couvrir peut-être une grande part, disons, de ce travail, mais il y aura peut-être d'autres fonds qui participeront, vous voyez, les marques horlogères, qui ne rentreront pas totalement dans le territoire, ou en tout cas qui pourraient travailler en collaboration au travers de standards pour le faire. Et alors, il y a des domaines où c'est plus simple, dans le domaine des bibliothèques ou dans le domaine disons, des documents papier, c'est un peu plus simple. Dans le domaine des objets matériels, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une bonne occasion, disons, de tenter d'être dans cette standardisation et de suivre ce qui se fait à l'échelle internationale sur ces questions. C'est vrai qu'avec Diane, depuis le début, qu'on fait ces conférences et ces tables rondes, ce qui s'impose, c'est que faire archive, effectivement, ça ne veut pas dire faire exhaustivité. Et effectivement, on n'aura jamais toutes les infos, tous les documents, tous les objets. Et c'est absolument pas notre objectif, évidemment. Mais effectivement, la question du choix
de la sélection et du critère sont fondamentaux par rapport à un tel projet, parce qu'évidemment, où est-ce qu'on s'arrête? Vous avez cité les marques horlogères, effectivement, certains sont un peu plus en avance, effectivement, que le design industriel sur les archives. Alors, c'est souvent lié à des musées privés, donc des musées de marques qui font eux-mêmes leur propre travail d'archives et de numérisation. Mais c'est une typologie d'objets aussi particulier qui est entre l'art appliqué certaines fois, le design industriel, la technologie. Donc voilà, on est sous un format spécial, mais qui nous intéresse beaucoup. Ça fait partie de la grande famille du design, mais en même temps avec des règles propres. Donc là aussi, c'est un peu comme les arts visuels par rapport au design industriel. Voilà, c'est lié, mais en même temps par une voie un peu détournée. Donc cette question effectivement de l'exhaustivité de la sélection, elle est permanente. Oui, et si je peux rebondir là aussi, il a été fait mention d'un formulaire qui était envoyé pour le projet de la typographie. Les formulaires, à mon sens, sont une excellente porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on demande la collaboration, pour autant que l'on parle avec des personnes encore vivantes, mais on demande la collaboration active des personnes dont on recherche finalement une partie de l'histoire et qui sont là aussi la 3e, 4e génération d'un phénomène qui les précède. Et à quelque part, c'est un début. Voilà, si vous êtes à la recherche de débuts, tel que je comprends dans votre projet, ces formulaires méritent d'être vraiment réfléchis dans le type de médium approché, dans ce que vous aimeriez tirer comme données, parce qu'ensuite, dans les bases de données, justement, cela va être mis en relation et constituer des profils, constituer du coup un terreau dans lequel les chercheurs, chercheuses pourront trouver, pas seulement chercher, mais trouver des informations qui font sens, qui font carte, qui font une densité. Et donc j'axerais aussi cette notion sur la participation, quand bien même, et là c'est l'historienne de l'art qui parle, le projet de 1964 finalement démarre de manière très récente dans une histoire qui a été écrite par les affichistes, par exemple, par un Carandache, par un Grasset, même par un Vallotton. Donc il y a là vraiment quelque chose qui pourrait là être une forme de superposition avec d'autres bases de données existantes telles que Sicart. Mais ce n'est de loin pas la seule. Il y a le dictionnaire historique de la Suisse qui effectue aussi une collecte de données, une rédaction de notices. Donc voilà, tout ça est passionnant en fait pour votre projet. C'est pour ça qu'on s'interroge avec vous. Hein. Avant de se lancer dans cette aventure, on préfère prendre conseil, on va dire, mais aussi se donner un cadre, hein. Essayer de voir quel cadre on pourrait définir avant de lancer un département ou quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on fait ce travail collaboratif, on va dire. C'est déjà avec les designers, puisqu'on rencontre aussi beaucoup de designers, donc on fait ce travail de réflexion avec des designers aussi, mais aussi avec des partenaires proches ou plus ou moins lointains sur les méthodologies ou les outils qu'on pourrait développer, utiliser, reprendre, adapter, etc. Mais il y a peut-être des questions aussi chez nos autres invités qui sont là, parce qu'on discute tous un peu de projets ou de problématiques similaires. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait peut-être une question ou un commentaire ou quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup. Oui, peut-être juste pour ajouter, je trouve très intéressant votre discussion parce que typiquement, nous, les archives suisses des arts de la scène, on a évidemment aussi des affiches, environ 14 000, je crois. Et donc, oui, c'est pas mal. Et donc, déjà là, je trouve aussi ce que vous disiez au niveau de la standardisation, c'est vraiment quelque chose de très, très important, de très intéressant aussi pour pouvoir échanger. Parce que pour nous, franchement, avec la fusion, peut-être je raconte après encore, on s'est dit, on s'est vu confronté avec 2 collections, une à Lausanne et l'autre à Berne, et donc qui ont travaillé avec des bases de données différentes. Et déjà ça, on n'a pas encore terminé de vraiment de réunir sur la même base de données. Et d'autant plus aussi, on s'est approché à la Bibliothèque nationale suisse parce que pour nous, les affiches aujourd'hui au Mont du Théâtre, c'est plus la même chose qu'il y a 50 années. Là, l'affiche était beaucoup plus liée encore à la pièce de théâtre. Aujourd'hui, c'est souvent, ils font des petits flyers et après, c'est agrandi. Voilà. Donc, c'est une autre relation que pour nous, sur notre domaine. L'affiche n'a plus tellement d'importance que c'était avant. Et donc, on a essayé aussi de peut-être partager, de donner notre collection. Et finalement, ça n'a pas marché à cause de la base de données parce que personne ne pouvait engager autant d'argent pour réunir toutes ces données. Donc, voilà.
Je me réjouis de reparler de ça avec vous tout à l'heure aussi. Jeannette? C'est malheureusement un constat tout bête, mais si je reprends mes notes là de votre discussion, merci beaucoup pour tout ça. 2 fois, je me suis dit, ah oui, ben, le problème est toujours qui paye la pérennisation. C'est vraiment, c'est la palissade. Mais elle m'énerve parce que quand j'ai commencé ma carrière au Musée national, mon problème, c'était de faire payer la pérennisation des bases de données pour une institution de la Confédération. Ben, dans 3 ans, je partirai en retraite. Et puis, non de bleu, cette question, je suis désolée, mais elle est toujours exactement au même endroit. C'est-à-dire que, voilà, on fait des projets, il y a des objets qui se créent. Et il n'y a personne qui veut payer la pérennisation. Hein. Quand je demande au canton, on ne veut pas, la Confédération ne veut pas. L'autre jour, je fais une interview avec le Schweizerische Wissenschaftsrat qui dit « Ah oui, alors l'impact de l'IA et puis comment est-ce qu'il faut faire l'avenir ?» Et puis, il y a tout de suite le mot « Ah oui, mais bien sûr, on veut gouverner en centrale, mais on ne veut pas payer. » Et ça... Je veux dire, voilà, c'est vraiment, je suis un peu fatiguée de cette problématique-là parce que la pérennisation, ça coûte. C'est comme ça. Et quelque part, il faut avoir des mécanismes donc, qui entraînent, enfin, où on mentionne ça dès le départ. Ça a été fait pour l'ORD, par exemple, dans les stratégies Open Science de Swiss Universities. J'en suis assez contente parce que maintenant, il y a des data management plans où quand même, dès le départ, quelque part, les gens doivent dire. Et puis, aussi, le SNF demande justement ce genre de choses pour les données primaires de la recherche. Mais bon, là, on n'est pas dans des données primaires de la recherche, donc tout ça ne sera pas couvert par ce type de mécanisme, quoi. Donc, il faut avoir des mécanismes. Et puis volontiers, merci beaucoup. 2 remarques peut-être on va dire du technicien de service pour le coup. Effectivement, la question des bases de données à destination du public, quel que soit, qu'ils soient spécialisés ou pas d'ailleurs, finalement, quel que soit leur objet, il y a toujours la question on va dire, les projets démarrent rarement en ayant une vue de ce qui existe déjà. Et donc, on part avec un objectif, souvent avec une communauté, et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est bien, on a été vu, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est d'au-delà bon, Europeana est un exemple justement d'un agrégateur qui, du coup, finalement, avait un projet de départ de fédération, on peut dire ça comme ça, mais pour toutes sortes de raisons, c'est relativement difficile, voire lent, en fait, de faire progresser les choses. Memoria a son projet avec Membobase, il y a beaucoup d'exemples. Donc, en fait, cette question de l'agrégation, et puis, effectivement, à terme, de savoir dans quel territoire s'inscrit un projet, c'est quelque chose qui peut-être s'il était discuté et réfléchi au départ permettrait une autre histoire. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut saluer votre démarche par rapport à ça, d'inscrire d'abord la réflexion pour se dire tiens, faisons archive, et où sommes-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce qu'il y a. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, il y a la question effectivement qui a été posée du financement. C'est une toute petite remarque, mais c'est pour dire que en fait, c'est la différence entre un projet et qui, du coup, peut avoir des visées, on va dire, culturelles, très élevées, très évoluées, avec beaucoup d'ambition, et puis une institution patrimoniale dont c'est le rôle. Et je ne veux pas donner d'exemple, je ne veux pas être polémique, mais il y a des projets qui travaillent sur des données, en fait, qui sont des données d'entreprise au fond privées, même si ces entreprises ont un focus vraiment culturel, et qui ont été, à un moment donné, à porter un petit peu en avant l'idée qu'elles étaient des institutions culturelles. Mais la différence, elle est justement dans le fait que c'est la mission d'une institution culturelle que de préserver ce patrimoine, et c'est pas forcément la mission d'un projet de recherche qui va travailler avec des données, fut-elles sonores et particulièrement, on va dire, belles à écouter, mais c'est autre chose. Et là, je pense que par rapport à ça, ce qui est de bien dans les institutions patrimoniales, c'est que ça fait partie en fait de leur gène, et donc il n'y a pas de discussion en fait sur le fait que
si on acquiert quelque chose, c'est qu'on a les moyens de le préserver. Et quelque part, peut-être que ces institutions-là peuvent, si c'est nécessaire, finalement, jouer leur rôle à un moment donné pour accueillir ces données et puis voilà, leur donner en fait la protection dont elles ont besoin pour qu'elles continuent leur rôle en fait dans la description du paysage culturel et artistique. Merci, j'ai compris le message sous-jacent. Est-ce que, peut-être pour clôturer cette première table ronde avec vous trois, quels sont... alors, je pense que pour vous, la réponse, vous l'avez déjà donnée. J'avais envie de vous poser la question, quels sont les défis par rapport à vos projets respectifs actuels? Quels sont les défis qui vous attendent? Alors, je pense que pour Panorama, c'est effectivement de trouver un ou une repreneur, on va dire, qui pourrait pérenniser effectivement cette base et la développer, la mettre à jour, et effectivement lui donner une véritable vie et non pas la laisser dans sa latence actuelle. Mais pour les humanités digitales ou pour aussi Kizea, quels sont les défis qui vous attendent actuellement? Est-ce que vous avez déjà identifié effectivement des chantiers particuliers? D'abord, peut-être juste pour rebondir, je pense vous parlez beaucoup de bases de données, mais justement, une des manières de sortir de cette impasse de la préservation, c'est justement de quitter ce qui est la mécanique le choix d'une base de données particulière, un environnement installé donc qui ne fonctionne plus parce que l'ingénieur on peut plus le payer, etc. Donc toute cette espèce de matérialité extrêmement difficile à faire survivre quand les financements s'arrêtent, et la capacité d'avoir ce qu'on appelle plutôt un schéma de données qui est une manière finalement de suivre des conventions d'un certain type et qui rend le fait de reprendre l'information par un partenaire beaucoup plus clair. C'est-à-dire que quand on regarde les coûts qui sont associés, aller sauver une base de données construite d'une certaine manière, il faut une expertise, il faut comprendre, le logiciel n'est plus utilisé. Dire j'ai ces données, elles suivent ce schéma spécifique, on sait parfaitement comment les héberger, et précisément parce qu'elles suivent ce standard, le système, en tout cas dans sa version informationnelle, peut-être pas certaines particularités interactives, etc. Demain, il n'y a que à mettre entre guillemets des disques durs qui suivent ce processus-là, et ça donne une possibilité à certaines institutions qui ont la mission de faire ça, de pouvoir accepter peut-être ce choix parce que, disons, l'évaluation de combien ça va coûter est beaucoup plus claire, voire petit à petit peut s'approcher même d'une simple évaluation matérielle et pas forcément d'avoir un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Et donc ça c'est la clé, parce que il me semble vraiment vers ça qu'il faut aller. Et tous les efforts qui ont été faits aujourd'hui pour sensibiliser à la question de la pérennité on les salue évidemment, mais relève d'une forme d'hypocrisie pour moi sur cette question-là, parce que, comme vous le disiez, un projet de recherche, c'est un projet de recherche soumis par des institutions qui ont besoin de la recherche, qui n'ont pas du tout de rôle de conservation. Et donc demander aux chercheurs de dire vous êtes en train de commencer, dans 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire de vos données? Eh bien, la manière dont ce n'est ni leur compétence totale, et donc la manière dont ils s'en sortent, c'est précisément de dire je reverserai dans Zenodo, dans un certain nombre de services, dans certains cas privés et spécifiques, qui garantissent précisément cet élément-là, en imposant de ce coup-là un standard, et qui du coup, il y a un aspect positif, disons, dans la chaîne, mais il y a un aspect, je dirais, hypocrite dans la gestion des rôles. Et donc voilà, c'est cette culture qui vient. Soulignons que tout ce temps un tout petit peu long rencontre maintenant une accélération sur les usages et les importances en fait de ces données. Et on a vu, je pense, dans l'évolution des 5-10 dernières années, une situation où on parlait de bonnes pratiques, on sentait que c'était important, à une situation où tout d'un coup, les données qui étaient bien structurées sont rentrées de manière parfois un peu sauvage dans des modèles de langue, dans le cas en particulier
des modèles de langage qui sont entraînés sur le texte, mais très rapidement dans des modèles visuels, dans des modèles qui vont être 3D, et vont jouer des rôles mécaniques dans un certain nombre d'outils, avec un taux, disons, d'adoption qui est très important. Alors là, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas sûr qu'on veut qu'elles soient utilisées de cette manière-là. On n'est pas sûr de comprendre si elles sont en bonne compagnie avec d'autres données. Mais en même temps, on voit se dessiner un moment où les données qui sont hors, disons, de ces dynamiques-là seront par exemple plus trouvables. C'est parce que petit à petit, on assiste à une espèce de modification d'un accès qui était encore le web, qui était quelque chose qu'on comprenait, qui est un peu une espèce de base de données mal faite, mais distribuée, mais simple, à des choses qui sont des objets qui ont été entraînés sur des données qui étaient structurées suffisamment pour pouvoir être absorbées. Et le moteur de recherche est en train, par exemple, ne serait-ce que lui, de basculer vers ce nouveau modèle. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ces bases de connaissances-là, vous disparaissez de nouveau, entre guillemets, de la mémoire collective. Et donc, voilà, ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser et qui frappent un tout petit peu tôt, peut-être, à notre porte, parce qu'on n'a pas encore résolu les autres problèmes qu'on aurait aimé résoudre un peu, on va dire, tranquillement, mais qui vont forcer à prendre conscience des enjeux et des politiques à assumer vis-à-vis d'un positionnement par rapport à ces standardisations et ces intégrations. Je crois que l'Institut est peut-être un de ces croisements-là, typiquement, puisque nous travaillons avec des logiciels qui sont entre nos mains, si l'on veut bien, mais qui doivent pouvoir évoluer avec l'évolution même des outils et des moteurs de recherche. Et donc là, c'est un vrai défi dans lequel nous nous trouvons, qui est à la fois de préserver l'aspect de conservation qui est très important, aussi de protection des données, notamment des droits, protection de la personne privée, etc. Et ces aspects-là sont en ce moment, en effet, assez vifs, je dois dire, en même temps que le sont les questions de perte de données. C'est-à-dire qu'avec des migrations ou avec des changements d'architecture même de ces bases, il y a une part d'historicité, en fait, de nos données qui se perdent, malheureusement. On l'a observé. Typiquement, le nom du musée qui a précédé celui du MUDAC, selon la manière dont elle a été saisie il y a un certain temps, sous tel masque ou sous masque ou sous masque, eh bien, ce nom-là, peut-être, n'existe plus lorsqu'on le recherche ou n'est plus corrélé à d'autres choses. Donc, c'est là où il y a une forme de curation des données, de soin des données, qui est vraiment un défi principal. L'autre est de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire l'aspect très positiviste, très physique des archives de l'art suisse, qui sont des dossiers, qui sont du papier, qui sont des carnets d'esquisses. Vous avez aussi une collection, il y a aussi ces déballages, je le vois ici dans la plateforme où l'on se trouve. Et là, c'est une question très bête, très candide, peut-être qui rejoint celle de Madame Frey, qui est de dire où mettons-nous nos archives, où les gardons-nous ? Veut-on, y a-t-il encore la volonté et peut-être le souhait pieux que les gens se déplacent pour faire de la recherche sur objets, sur archives? Donc voilà, ça aussi, ça demande des moyens, ça demande des lieux adaptés pour la conservation de vos objets. Merci, je pense que c'est une très bonne demi-conclusion puisqu'on va passer à la deuxième, on va dire, table ronde et du coup on va pouvoir peut-être enchaîner sur cette dernière remarque de Sarah sur effectivement avec nos invités qui vont succéder. Donc merci, on va faire 10 minutes de pause à peu près pour changer les micros, changer de place Remettre les chaussons. Et continuer, remettre les chaussons et enlever les chaussons. Hop. Voilà. Good usage. Oui.